Vous écoutez Radio Campus, il est 9 heures. Les cousins de Paris ont une drôle de façon. Ils mangent les pommes vertes, celles que je donne aux cochons. Bonjour, bienvenue dans l'émission Le Pissenlit sur Radio Campus Dijon. Et nous voilà revenus pour une nouvelle série, Thierry. Salut! Salut Stéphane, comment vas-tu? Bien. Donc voilà, on va repartir sur des sujets avec des sujets divers et variés, comme d'habitude. Et des sujets sujettaux. voilà. Mais on prévient tout de suite, comme d'habitude, on aborde des sujets et on ne répond pas à toutes les questions. Le but de l'émission, c'est aussi d'essayer de faire ouvrir les yeux, de vous questionner sur différents points. Et aujourd'hui, pour parler du sujet de la transition énergétique, on en a un peu, vous avez peut-être entendu un peu à la radio cet été parler de transition énergétique. Ça va venir là cet automne, à tout plein. Vous allez voir dans la presse, partout, tout le monde va en parler. Et pour en parler aujourd'hui, et voilà, Pissenlit toujours en avant-première, on a invité Cyril Chapelot de l'association Bourgogne Énergie Renouvelable. Bonjour Cyril. Bonjour Stéphane, bonjour Thierry. Voilà, Bonjour Cyril. On va avoir un expert local qui va nous accompagner sur les histoires d'énergie. Alors, projet de loi relatif à la transition énergétique pour la croissance verte. Voilà, c'est un document de 68 pages qu'on trouve sur le site du gouvernement. Et qu'est-ce que la transition énergétique? Donc, dans le premier titre, ça définit un peu le sujet. Je lis le titre premier. Définir les objectifs communs pour réussir la transition énergétique, renforcer l'indépendance énergétique de la France et lutter contre le réchauffement climatique. Je ne vais pas lire tous les articles après parce que c'est assez bon. Et voilà, donc la transition énergétique, en gros, pour résumer, on va faire très court. On utilise du pétrole, on utilise du gaz, on utilise du charbon et de l'uranium, etc. Et tout ça, en gros, on n'en a pas en France, donc on importe. Donc ça, c'est notre indépendance, notre dépendance énergétique. Et brûler du charbon, brûler du pétrole, qu'est-ce que ça fait? Ça renforce le réchauffement climatique. C'est pas vrai. Et si. Donc il y a un projet de loi pour dire, on va arrêter de faire toutes ces bêtises. Ou du moins, on va diminuer un peu tout ça. Et voilà. Donc comment fait-on pour y arriver? Thierry. Bonne question Stéphane. Hein, n'est-ce pas? Alors, je vais juste lire rapidement et puis ça va nous faire un peu une partie du schéma de l'émission. Le texte de loi est réparti en 8 titres et je lis par exemple le titre 2, mieux rénover les bâtiments pour économiser l'énergie, faire baisser les factures et créer des emplois. Voilà, un exemple parmi d'autres. Pour cette fameuse transition énergétique, on isole les bâtiments. Et... c'est plutôt une bonne option, non? C'est une bonne option. C'est pas la peine de chauffer la cour en même temps. Voilà, par exemple. Et alors, juste pour revenir aussi rapidement, transition énergétique pour la croissance verte. On va revenir dessus, mais Thierry, je sens que croissance verte, ça va te plaire, ça. Oui, c'est bien qu'il y a des sémantiques qui me... Bref. Alors, Cyril, pardon. La transition énergétique au niveau de Bourgogne Énergie Renouvelable, l'isolation des bâtiments, justement, pour revenir pour taper directement dans le concret, oui. Ça se passe comment? Toi qui t'y connais. Oui. Donc en fait, notre association porte l'espace Info-Énergie de Côte d'Or. Et dans le cadre de cette mission-là, donc on conseille, on informe les particuliers sur tout ce qui est économie d'énergie. Bon, aussi les énergies renouvelables, mais c'est sûr qu'en ce moment, les questions qu'on va avoir principalement, ça va être sur la rénovation du bâti ancien et comment faire pour économiser de l'énergie. Donc on accompagne les particuliers par rapport à ces projets-là. Donc que ça soit un simple changement de fenêtre ou de chaudière, il y a beaucoup de personnes qui nous appellent juste pour ça. C'est pas forcément la priorité, mais bon, c'est aussi le choix des personnes. Ou parfois des projets beaucoup plus ambitieux où il y a une rénovation importante du logement avec isolation toiture, murs et aussi changement des fenêtres par exemple. Donc là, quand c'est des projets plus globaux, il y a un accompagnement plus important qui va être fait. Donc déjà on donne de l'information aux personnes
Et puis, si c'est nécessaire, on peut prendre un rendez-vous dans nos locaux pour faire le tour de leur projet, de ce qu'ils veulent faire, de leurs objectifs, et on leur donne les clés pour arriver à ces objectifs. Alors, ça se passe comment? Imaginons j'ai une maison, bon j'en ai pas, mais j'en aurai une, et voilà, je veux changer les fenêtres. Les fenêtres sont de mauvaise qualité. Je viens vous voir et puis je vous dis, changez-moi les fenêtres. Ou alors, vous dites, bon, ce serait bien de changer tel ou tel type de fenêtre. Ou alors, aller voir telle entreprise. Ou ça se passe comment? Alors, déjà, on essaye d'avoir plus de renseignements globalement sur le bâtiment. On va poser des questions. Par exemple, je te demanderai... Voilà, c'est un bâtiment de quelle année? Quel est le type de chauffage actuel? Est-ce qu'il y a déjà d'autres travaux d'économie d'énergie qui ont été faits dans ce logement-là? Et en fonction de la réponse, je vais dire, peut-être que le changement de fenêtre, c'est peut-être pas la priorité. Peut-être qu'il faudrait peut-être déjà regarder si il ne faudrait pas isoler la toiture en priorité. Parce que dans un bâtiment ancien, donc construit avant 73, c'est avec le premier poste de déperdition, ça va être au niveau de la toiture. Après, sur les bâtiments plus récents, il y a déjà un peu d'isolation qui a été mise en œuvre au niveau de la toiture, donc c'est pas forcément le premier poste. Mais voilà, sur une maison non isolée, on a environ 30% des déperditions qui vont se faire au niveau de la toiture. Alors que les déperditions par les fenêtres, ça va être qu'une dizaine de pourcents. Donc voilà, il faut mieux travailler sur la toiture que sur les fenêtres en priorité. D'accord, là où c'est le plus intéressant financièrement ou énergiquement. Voilà, après... voilà, si c'est des comptes perdus, ça va être simple, ça va pas être cher, ça coûte pas très cher à faire et ça fait des économies importantes. Si c'est des comptes aménagés, c'est un peu plus complexe, donc ça coûte aussi plus cher, mais ça reste toujours prioritaire plutôt que les fenêtres. Puis après, on essaie de regarder plus globalement, voilà, quels sont les autres postes qui peuvent être aussi améliorés. Et parfois, on a des particuliers qui viennent. Alors, c'est souvent des personnes qui viennent d'acheter un logement et qui veulent faire des travaux, par exemple, avant d'emménager dedans. Où là, on peut travailler de façon beaucoup plus globale, on va pouvoir isoler donc la toiture, les murs, en même temps changer les fenêtres. Donc là, on travaille sur l'enveloppe en priorité. D'accord. Et après, si c'est nécessaire, on verra le système de chauffage. Mais c'est pas vous qui faites les travaux? Alors nous, on donne que l'information. Et après, par rapport à ta question, pour les entreprises, eh bien, nous, on reste neutre de ce côté-là. On ne va pas favoriser une entreprise plus qu'une autre, mais on va donner des pistes pour trouver les bonnes entreprises et voilà, demander des devis. Et on peut aider à comparer les devis pour voir si ce qui est proposé est adapté au logement et à des critères de performance énergétique suffisamment importants. Voilà. Donc globalement on parle du parc immobilier là, oui, c'est ça. Dans le parc immobilier, il y a effectivement des constructions qui vont se faire. Oui. Donc là, à la limite, intégrer cette logique-là au stade de la construction, c'est pas plus bête. On a des constructions qui sont déjà faites, qui peuvent avoir 10 ans, 20 ans, 30 ans, et puis on a des constructions beaucoup plus anciennes, voire même des bâtiments patrimoniaux. Dans les demandes d'avis qu'on te soumet, est-ce qu'il y a une spécificité et des difficultés sur certains de ces parcs-là? Ah, bien sûr. Parce que autant ça me paraît recevable, encore une fois, au moment où on va construire, d'intégrer ça, autant ça me paraît beaucoup plus complexe dans le cadre, par exemple, d'un parc immobilier 17, 18e ancien, dans une zone préservée, protégée, enfin, même avec la législation sur les monuments historiques, etc. Tu vois, ouais, là, ça devient, à mon sens, plus... Tu as raison. Et ouais. Ça me paraît curieux qu'on mette tout le parc immobilier, enfin, dans le cadre de ce texte de loi, ça me paraît curieux qu'on mette tout le parc immobilier comme ça, d'un bloc, dans tout au même niveau, alors qu'il me semble qu'il... Alors, il y a déjà des différences. Il y a déjà entre le neuf et l'ancien. Donc le neuf, il y a une réglementation thermique, la RT 2012, qui s'applique depuis le 1er janvier 2013 pour les maisons individuelles, où là, il y a des contraintes fortes à ce sujet-là. Par contre, pour l'ancien, il y a déjà une réglementation thermique. C'est une réglementation thermique en général pour les maisons élément par élément. Donc si on veut isoler un mur, on sait qu'en fait, on n'a pas le droit de l'isoler avec 2 cm d'isolant, quoi. On doit mettre... Voilà, on doit respecter une certaine résistance thermique, donc ça veut dire une certaine épaisseur.
Voilà, mais après, si on ne veut pas l'isoler, pour l'instant, il n'y a pas d'obligation d'isoler. Il n'y a pas d'obligation légale. Pour le moment, non, si on isole, il faut un minimum de résistance thermique, mais si on ne veut pas isoler, on n'isole pas. Après, c'est vrai que dans le projet de loi, il parle quand même d'obligation de faire de la rénovation énergétique si il y a une réfection de toiture ou un ravalement de façade. Voilà. Après, il y aura toujours des exceptions sur certains bâtiments où techniquement ou d'un point de vue valeur architecturale, ce ne sera pas possible. Donc ça sera intégré dedans d'après les éléments que Est-ce qu'il y a un surcoût objectif sur le parc immobilier ancien? Ah oui, c'est sûr que ça coûte plus cher. La rénovation coûte plus cher que la construction. Si on veut faire une rénovation performante, ça va coûter plus cher qu'une construction. Voilà. Sauf que après, on ne va pas non plus faire que du neuf. Le neuf représente que 1% en fait des constructions. Donc voilà, c'est pas énorme. Je suis très content de t'entendre dire. Ouais. C'est ça, entre 50 et 100 ans pour que tout le renouvellement du parc. Renouvellement du parc. Donc voilà. Et puis donc, après, de toute façon, même le renouvellement du parc, il y a des bâtiments, on va pas même dans 100 ans, ils seront encore là. Heureusement qu'ils seront encore là. Oui, de toute façon, dans 50 ans, il n'y aura plus de pétrole, donc il faut bien chauffer autrement. Et donc évidemment, il y a des bâtiments, j'imagine bien, le bâtiment qui me vient à l'esprit, c'est la mairie de Dijon, quoi. J'imagine isoler ça doit être assez techniquement très difficile, quoi. Oui, non, mais c'est évident qu'il y a des bâtiments anciens. Alors après, on peut, là, c'est sûr, ces bâtiments comme ça, on ne va pas intervenir par l'extérieur. Par l'intérieur, c'est encore compliqué. Après, il commence à y avoir des matériaux qui permettent d'isoler avec des épaisseurs réduites, mais bon, c'est pas encore très développé sur le marché. D'accord. Et ça coûte encore relativement cher. Donc, si on veut des informations sur l'aspect technique, on vient vous voir, quoi. Voilà, donc nous, c'est l'espace Info-Énergie de Côte d'Or, et donc. Ouais. Et je voyais donc sur le site du gouvernement où il suffit de taper transition énergétique sur internet et puis on tombe rapidement sur le site du gouvernement. Il y a pas mal de documents à télécharger dans le projet de loi, là, 68 pages. Enfin bon, c'est pas toujours drôle à lire. Mais il y a un document, c'est la transition énergétique en action. Et dedans, il montre des exemples justement d'isolation, de réfection de bâtiments. Et il y a un exemple là, qui est pris à Caen, dans le Calvados, où il mesure la baisse de consommation. Et en fait, il y avait c'était des HLM et il proposait de financer. Je lis ce qui est marqué. Caen Habitat a proposé donc aux résidents de supporter une partie des travaux équivalentes aux économies de charges permises grâce à la rénovation thermique, mais uniquement dans la mesure où la baisse annoncée serait bien effective. Donc si je comprends bien, je ne lis pas tout, mais ils avaient déjà un objectif de 60% d'économie de charges de chauffage et d'eau chaude sanitaire. Oui. Donc si je comprends bien, c'est que les personnes qui étaient dedans payaient le ravalement, l'isolation, et après, vu qu'il y avait une baisse de 70% des charges, ils récupéraient au fur et à mesure le financement de cette façon, quoi. Ils payaient au moins. Oui. Et ça se fait souvent, ce genre de choses. En fait, ma question qui part de là, c'est comment est-ce qu'on finance tout ça? Alors, il y a différentes méthodes de financement, mais là, je pense qu'ils doivent parler les systèmes de tiers financement, de tiers financeurs, où quelqu'un va financer les travaux et va pouvoir se rembourser sur les économies réalisées. Donc pour les occupants, ça va être neutre. Ils n'auront pas forcément de baisse de charge tout de suite, parce que le temps de payer les travaux, il n'y aura pas de baisse de charge, mais au moins ils n'auront pas d'augmentation. Enfin, ils n'auront pas à payer les travaux, quoi. Donc c'est un système c'est quelqu'un qui va payer les travaux et qui va se rembourser sur les économies réalisées. Donc il aura intérêt à ce que les économies se fassent réellement. Ok, merci Cyril. On va faire une petite pause musicale et on va écouter The Excitement. Keep your hands off. Enlève tes mains de là.
Ah que coucou, nous revoilà. Dans l'émission Le Pissenlit, donc on parlait de la loi de transition énergétique avec Thierry bien sûr et avec Cyril de BER, Bourgogne Énergie Renouvelable. Donc on en était dans l'isolation des bâtiments et on voulait faire un petit aparté sur le moyen de financer tout ça. Donc on avait déjà un peu discuté. C'est le tiers financeur. Ouais. Voilà, le tiers financeur. Et j'avais une question justement aussi, savoir si j'ai vu que certaines régions ou certaines villes apparemment, enfin je ne sais pas quelle est la structure, mais participent financièrement, aident financièrement pour isoler un bâtiment, isoler sa maison ou un immeuble. Ça existe en Bourgogne ? Oui, il y a des aides par rapport à ça. En fait, alors là, ça va être en complément, principalement en Bourgogne. On va avoir en complément des aides de l'ANA, l'Agence nationale de l'habitat, et du programme Habiter mieux. Donc là, il y a des aides de l'État. Et les collectivités locales abondent par rapport à ce projet-là. Donc c'est pour les ménages modestes ou très modestes. Donc il y a un plafond de revenus par rapport à ces aides-là. Et donc l'État donne des aides, mais les collectivités locales peuvent compléter. Voilà. Après, dans d'autres cas, il y a des... Alors, pas en Côte d'Or, mais j'ai l'exemple, par exemple, de la Saône-et-Loire, où le Conseil général de Saône-et-Loire donne des aides ouvertes à tout le monde pour des travaux d'économie d'énergie, donc isolation, chauffe-eau solaire ou des choses comme ça. Ça, ce sera une question prochainement, ça, sur le Conseil général, s'il aide financièrement Thierry. Ouais. Prochainement. Ouais, moi, il y a un truc là. Enfin, le premier point, c'est le crédit d'impôt. Donc, ça signifie déjà que tous les gens qui ne sont pas imposables. Alors non, justement, le crédit d'impôt, c'est pas une réduction d'impôt, c'est vraiment un crédit d'impôt. Ah d'accord. Donc, tu peux demander ultérieurement à te faire reverser. Ah bah très bien. Toutes les personnes qui déclarent leurs revenus peuvent indiquer ce crédit d'impôt-là. Et donc, si on ne paye pas d'impôt, on a un chèque du Trésor public. C'est ça, on a un crédit d'impôt. Voilà, tout à fait. C'est bien, on va prendre au premier degré, c'est parfait. Je voulais juste demander une chose qui est pas liée au financement, mais est-ce que en matière d'isolation, etc., est-ce qu'en France, nous, les filières sont prêtes, sont en place, ou alors est-ce que ça va faire le coup des panneaux solaires et puis que tout ça va se casser la gueule sous prétexte que les panneaux sont étrangers, tu vois ? Ça, c'est la croissance verte, il faut... Non, mais oui, c'est comme ça que c'est intitulé au bout du bout. Voilà, je voulais en venir au début du sujet, c'est le terme croissance verte, on va y venir quand même quelques secondes. Non, mais je voudrais savoir d'abord si on a les filières. Par rapport aux filières, il n'y a pas de souci pour l'isolation. Il y a des filières qui existent de là depuis longtemps, des grosses entreprises, voire même des très grosses entreprises qui vendent des laines minérales. Je ne citerai pas de nom, mais voilà, il y a des très très connus qui sont là et qui sont prêtes à répondre à la demande. Après, si on parle des filières alternatives comme ce qu'on appelle les éco-matériaux ou les matériaux biosourcés, il y a des filières qui sont en train de se monter, et même plus précisément en Bourgogne pour utiliser des matériaux biosourcés pour l'isolation. Parce que c'est bien d'isoler. Après, il faut faire attention que l'énergie qui est contenue dans l'isolant soit pas trop importante non plus. Quand on commence à isoler beaucoup, il faut faire attention à ça. Mais bon, globalement, même avec des isolants qui utilisent des énergies fossiles pour être fabriqués, le bilan en général est quand même plus positif. Sauf quand on commence à mettre des grosses épaisseurs d'isolant. Il faut faire attention. Très bien. Ouais, j'avais vu des maisons où ils isolaient avec de la paille. C'est pas mal ça. C'est un matériau biosourcé très... Voilà, c'est mieux que... C'est dans les trois petits cochons, ça, non? La croissance verte, Thierry, on peut revenir juste quelques secondes là-dessus. Ouais, ça croisse. Voilà, croissance verte. Et justement, comme expliquait un peu Cyril, la croissance verte, c'est... on consomme, enfin, il y a toute une économie qu'il y a derrière, mais le côté vert, c'est souvent, on va être un peu critique là, mais un côté greenwashing. Parce que justement, on peut isoler, prenons le cas du bâtiment, d'isolation, on peut isoler les bâtiments avec du polystyrène. On en voit sur Dijon, ça se fait beaucoup. 10, 15 cm ou plus, je ne sais pas trop. Mais bon, le polystyrène, c'est quand même fait à base de quoi ? Le pétrole, oui. De pétrole. Et qu'est-ce qu'on veut dans la transition énergétique ? C'est justement être moins dépendant des ressources périssables. Enfin, il n'y en a plus, c'est comme le pétrole. Donc, l'idée, c'est vraiment d'utiliser des biomatériaux
où on puisse les produire localement. Et après, c'est pareil, dans la déconstruction du bâtiment, qu'est-ce qu'on va faire du polystyrène? On va le brûler, donc c'est pas top, alors que d'autres matériaux peuvent être utilisés autrement. Ouais. Donc la croissance verte, voilà, c'est, on n'en dira peut-être pas plus, mais attention à prendre avec des pincettes. C'est voilà. Pour l'exemple du polystyrène, ça risque de se réguler tout seul, justement quand le prix du pétrole va augmenter. Après, c'est sûr, ça pourrait être bien, on pourrait anticiper éventuellement. Il y a des initiatives locales qui essayent de promouvoir ces écomatériaux, mais pour l'instant, ils sont encore un peu plus chers. Voilà, dans certains cas, pas tous, hein, mais dans certains cas, ils sont plus chers. Voilà, vous trouverez sur le site du gouvernement, il y a des exemples où justement ils mettent un isolant de lin ou je ne sais plus trop quoi. Donc ils donnent des exemples. Il y a des choses intéressantes et il y a des choses, bon, faut faire plus attention, être un peu critique. Hein. Oui. Enfin bon. Oui, j'étais en train de lire justement le truc sur les transports. C'est peut-être là que c'est peut-être encore le plus symptomatique à travers le renouvellement de parc de véhicules et l'incitation aux véhicules électriques avec 7 millions de bornes de recharge. Thierry est déjà passé au titre 3 de la transition du projet de loi. Non, mais parce que tu parles de croissance, de croissance verte, et je crois que de ce point de vue-là, ce qui, à mon sens, achopperait le plus, c'est plutôt dans le volet transport. Voilà, et le titre du transport, c'est développer les transports propres pour améliorer la qualité de l'air et protéger la santé. Et dans le milieu écologiste, surtout dans les milieux antinucléaires, on se pose beaucoup de questions justement par rapport à cette loi et cette spécificité des transports. Parce que les transports propres, c'est pour beaucoup ne pas d'émissions de rejet de CO2 et de matière dans l'air. Donc, qu'est-ce qu'on parle à ce moment-là? C'est de transport électrique. Qui dit transport électrique, c'est transport nucléaire. Voilà, faut bien charger la batterie. Sans oublier, Thierry, l'extraction minière pour produire tous les métaux qu'il y a dans les batteries. Et après, qu'est-ce qu'on fait des Oui, c'est pas uniquement un problème de nucléaire, c'est que c'est un peu un pif de clown. Voilà. Parce que c'est le véhicule électrique, c'est parfait, c'est très très bien, mais en fait ça déplace le problème. Tout dépend de la façon dont l'énergie en amont elle aura été générée. Voilà. Mais sinon, bon, tant mieux, c'est bien, mais il faut voir en amont. Pas faire n'importe comment, parce que moi, ce qui m'a embêté, voilà, j'y vais dedans. Dans ce projet de loi là, quand on regarde un peu, sans même rentrer dans tous les détails, c'est on ne change pas la façon d'être. On va changer dans le bâtiment, on va apporter des améliorations techniques, donc tant mieux. Mais imaginez quelqu'un qui ouvre la fenêtre parce qu'il a trop chaud au lieu de baisser le chauffage. Bon, on reste dans le même problème, quoi. On aura un super bâtiment, on isole. Dans les transports, c'est pareil, quoi. Je veux dire, il y a moyen je vois sur le campus, là, il y a plein de travaux en ce moment. Est-ce qu'il va y avoir tout plein de bornes pour mettre des vélos, ou est-ce que les gens vont être invités à venir en voiture, mais laisser leur voiture plus loin, parce que de toute façon, il y a moins de place de parking. Donc, le fond du problème, c'est pas là. Il faut arriver à penser autrement, à agir différemment, quoi. Et c'est un peu... Enfin, je vois dans les mails qui circulent et les articles qui circulent sur la presse sur cette loi de transition énergétique, il y a beaucoup de critiques et beaucoup de gens qui vont très doucement pour voir ce qui va sortir de tout ça, quoi. Alors, justement, pour parler des gestes, là, la loi de transition, c'est très axé sur des aspects techniques. Mais il y a aussi les gestes. Et au niveau de Bourgogne Énergie Renouvelable, vous faites aussi pas mal de sensibilisation aux gestes. Oui. Pour moins consommer, économiser. Qu'est-ce que vous faites? Oui, tout à fait. C'est vrai que après, tout le monde ne peut pas forcément faire des travaux d'économie d'énergie. Si on prend par exemple les locataires, c'est pas eux qui vont être décisionnaires par rapport à ça. Et donc là, nous, c'est vrai qu'on fait de la sensibilisation pour tout ce qui peut être fait pour économiser l'énergie sans faire de gros investissements. Donc en faisant attention sur la consigne de chauffage, par exemple, maintenir en bon état sa ventilation et puis faire attention de ne pas gaspiller l'énergie en faisant de la cuisine ou en utilisant les appareils. Ça paraît quand même assez évident, non? Oui, mais parfois c'est des évidences qui sont bonnes à rappeler parce que même si c'est évident, il y a des gens qui l'oublient assez rapidement. Après, c'est sûr que c'est pas
le point le plus facile, parce que c'est de la sensibilisation. Après, alors il y a des accompagnements qui sont faits dans certains cadres. Il y a le concours Famille Énergie Positive qui sur toute la Bourgogne. On a donc ce concours Famille Énergie Positive qui est mis en place auprès de certaines collectivités locales. Après, c'est aussi, il faut qu'il y ait une implication des collectivités locales. Où là, l'objectif, c'est de réaliser des économies d'énergie par équipe. En faisant uniquement en changeant son comportement en fait. Alors on change son comportement, mais sans atteindre à son confort. En fait, avec le même confort, on peut économiser de l'énergie en faisant attention. Donc c'est la chose toute bête, c'est d'éteindre la lumière quand on n'est pas dans une pièce, de réduire éventuellement de 1 degré la température si c'est acceptable. Et puis des différentes petites choses. Et puis aussi regarder ses consommations, regarder son compteur et voir combien on consomme. Parce que déjà la première chose pour faire des économies, c'est bien d'être conscient de ce que l'on consomme et de faire des relevés de consommation en les surveillant. D'accord. Il y a un autre truc qui me frappe. Concevoir des villes et territoires zéro gaspillage, zéro déchet. Et je ne sais pas si tu te souviens de l'émission qu'on avait faite sur l'obsolescence programmée. Ouais. Finalement, ce qu'on est ressorti de tout ça. Oui, non, mais là, on en reste... pas grand-chose. On en reste sur l'idée, fondamentalement, le texte de loi ne risque de pas changer grand-chose, d'une certaine façon, quoi. C'est mais c'est vrai que c'est pas un texte de loi qui va changer mentalité. C'est difficile de changer avec un texte de loi. Oui, Après, c'est vrai que c'est une petite prise de conscience. Par rapport à ce que tu disais là, les territoires, il y a aussi la mise en place des territoires à énergie positive. C'est des territoires qui s'engagent à réduire les consommations d'un point de vue global sur le territoire, plutôt des territoires ruraux, donc au niveau des communautés de communes, et donc de réduire les consommations et puis d'essayer de produire au maximum en local, aussi se réapproprier la production d'énergie d'un point de vue local. C'est aussi un bon moyen de sensibiliser les gens. Parce que quand c'est de l'énergie qui vient de la centrale, de l'autre bout de la France, même si c'est pas l'autre bout de la France, c'est beaucoup plus abstrait que lorsqu'il y a une unité de production d'énergie renouvelable qui est locale. Du coup, ça parle plus aux gens, ils se rendent un peu plus compte de l'énergie. Ça permet de les sensibiliser par rapport à ça. Alors, juste, je t'ai pris le document des mains parce que j'avais noté au dos un document. En fait, Gérard Magnin était venu il y a quelques années sur Dijon, avait fait une conférence dans le cadre Illico 2, un grand truc sur le Grand Dijon. Et j'ai revu la vidéo. En 4 minutes, il expliquait qu'un ménage consommait en moyenne par an, donc en chauffage plus chaud chaude, 600 € par an, ça lui coûtait. Donc, et ce qui revenait apparemment pour la France de l'ordre de 48 milliards d'euros. Donc si on est chauffé et produit l'eau chaude uniquement avec du pétrole, du gaz ou du charbon, comme matière première, la France balance à l'extérieur de la France 48 milliards d'euros. Et donc il remettait ça, pour faire plus simple, à un ménage qui consomme 1 000 € par an de chauffage et eau chaude. Et il expliquait que on pouvait soit perdre ces 1 000 €, donc qui quittent le territoire, et ça ne donne rien pour l'économie locale. Et par contre, il expliquait un scénario endogène où il y aurait 500 € par an, par an, pour un remboursement d'un emprunt pour l'isolation, changement de type de chauffage. En plus, ça fait marcher les artisans locaux. 300 € pour l'achat d'énergie renouvelable, et puis 200 € pour importation d'énergie, parce que des fois, il faut faire le complément. Et en faisant ce petit calcul, très rapidement, au niveau du Grand Dijon, par an, on perd 100 millions d'euros. C'est-à-dire, il y a 100 millions d'euros d'énergie qui qui viennent de l'extérieur. On dépense pour 100 millions d'euros en gaz, en pétrole, en charbon, en électricité par l'uranium, etc. Tu te rends compte, 100 millions d'euros. Si on faisait une bonne transition énergétique, on n'achète plus l'énergie de l'extérieur, on la réutilise localement et on est sobre, on fait marcher toute l'industrie locale. Avec 100 millions d'euros, on peut en faire des choses, Thierry. Ah ben ça, c'est sûr, Stéphane. Donc voilà, c'est un petit chiffre qui donne un ordre de grandeur localement, tout l'intérêt que ça peut avoir. Parce qu'on dit, transition énergétique, c'est le truc d'écolo, etc. Financièrement, franchement, on peut s'y retrouver. Il y a plus d'un artisan local qui serait très, très intéressé.
Donc voilà, ça c'était le petit message et la petite vidéo qu'on peut retrouver sur Internet. Il faut taper Gérard Magnien, Hélico 2, ou vous nous appelez, on vous donnera le lien. Alors, autrement, dans les titres du thé, justement, titre 4, bon. Ouais, on reviendra juste après la petite pause, mais pour parler d'économie circulaire, parce que le titre 4, donc toujours de cette projet de loi, qui est lutter contre les gaspillages et promouvoir l'économie circulaire, de la conception des produits à leur recyclage. Et il y a pas mal de choses dessus, justement, sur le côté croissance verte, où on va brûler un peu tout et n'importe quoi pour produire de l'électricité. Donc on va attaquer ça juste après la petite pause. Oui, on va écouter Jesus Christ Fashion Barb. Voilà. Et ça s'appelle 90 Seconds. C'est reparti. Alors en off, là, Cyril me faisait remarquer que j'avais zappé une petite partie. Sur le projet de loi, il y a eu des débats initiaux avant de pondre ce document. Et Cyril, donc ça s'est passé comment ? En fait, c'est vrai qu'en 2013, donc avant que l'État prenne ses décisions, il y a des débats régionaux qui ont été réalisés. Entre autres en Bourgogne, il y a eu ces débats. Il y a eu aussi une rencontre nationale qui a été faite à Cluny sur les territoires à énergie positive, où là il y a beaucoup d'ateliers qui ont été faits, on a discuté, il y a beaucoup de travail qui ont été faits. Il y a une synthèse qui a été faite qui est remontée. Et fait par qui ? Qu'est-ce qui participait ? Les collectivités locales, l'ADEME en faisait partie, mais aussi plein d'acteurs locaux et des associations. Voilà, c'était ouvert à tout le monde. Voilà, donc tout le monde pouvait participer à ces débats-là. Et le comité, le réseau pour la transition énergétique a fait remonter que d'un point de vue général, pour toute la France, c'est pas que pour la Bourgogne, il y a des bonnes idées qui sont remontées au niveau national, mais on a un peu l'impression que les bonnes idées elles sont restées sur l'étagère et que le projet de loi est sorti à minima, sans tenir compte de toutes ces bonnes idées qui étaient remontées du local. Oui, parce que si je me souviens bien, c'est pareil, il y avait des consultations via Internet, on pouvait oui, tout à fait. Alors, soit on pouvait participer à ces débats qui étaient organisés dans les régions, mais aussi les gens qui n'avaient pas les moyens de se déplacer ou pas le temps, ils pouvaient aussi le faire par Internet. Oui, tout à fait, il y avait des consultations par Internet. Donc voilà, c'est resté sur les étagères. Ouais, c'est un peu cette impression-là. Ouais. Bon, je suis bien content, comme ça, c'est pas nous qui l'avons dit. Ça, c'est une remarque du réseau pour la transition énergétique, Leclerc, qui a fait cette remarque-là. Comme ça. Mais c'est vrai qu'on en reste c'est ce qu'on disait un peu avant dans l'émission, on en reste sur des constats actuels. Là, Thierry me faisait remarquer justement sur... il me faisait lire là qu'il va y avoir installation de 7 millions de bornes de recharge pour les voitures électriques partout sur le territoire national. Et ce qui me faisait lire, c'est que le but c'était notamment de mettre un crédit d'impôt justement pour l'installation de ces bornes. Ce qui veut dire autrement, c'est EDF Non, c'est ça plutôt. Faciliter le déploiement des bornes dans l'espace public en exonérant l'opérateur de redevance. Voilà, autant pour moi. Donc c'est la proposition de loi adoptée le 22 juillet. Donc EDF ne paiera pas de redevance là-dessus. En fait, donc, on lui fait un super cadeau pour installer 7 millions de bornes pour qu'il puisse vendre son électricité. Et voilà, c'est toujours ce côté croissance verte où en fait on laisse faire la même chose, alors que je sais pas, on n'a rien vu là-dedans pour la promotion du vélo, par exemple, tout simplement, ou d'autres moyens, l'autopartage, favoriser drastiquement l'autopartage.
Drastiquement, n'exagérons pas non plus. Non, mais il y a des limites, bien sûr. Mais oui, bon, ça, c'est pas effectivement autopartage et d'autres moyens. Alors que là, covoiturage, etc. On en avait un peu parlé dans d'autres émissions. La voiture électrique, ça a ses limites, quoi. Et y a derrière cette loi, c'est ça. On en demeure toujours le côté pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué, quoi. J'ai un autre exemple, mais on a la même chose à Dijon. Hein. L'usine d'incinération à Rouen, là, je voyais, qui produit de l'électricité. Il y a un turbo-alternateur, comme à Dijon. Et aussi, avec la chaleur produite, ils font chauffer de l'eau qui sert à chauffer les bâtiments. Donc, vous avez sûrement vu ça à Dijon, avec tous les tuyaux qu'il y a dans tous les sens, les travaux qu'il y a eu. Là, c'est en même temps que le tram, où ça continue encore un peu, boulevard de Lue. Donc, pourquoi pas produire de l'eau chaude avec l'incinérateur, mais il y a danger. Ça veut dire qu'il faut toujours qu'il y ait des déchets pour produire la chaleur, enfin qu'on va brûler, et après ça va produire l'électricité et de la chaleur. Et ça n'incite pas, enfin le risque réel, c'est que ça n'incite pas à diminuer la quantité de déchets, parce que un bon déchet est un déchet qui n'existe pas. Et voilà, donc il y a favoriser justement des usines d'incinération pour produire la chaleur, oui et non. Oui et non. C'est double tranchant comme projet, là, comme soutien. Et en fait, ce projet de loi, c'est bourré de trucs comme ça, d'un peu de contresens ou de choses. On met les pieds dans quelque chose, après on est bouffé. Parce qu'une fois qu'on a monté une usine d'incinération, c'est un gros truc. Et faut que ça tourne, quoi. Il faut que ça tourne tout le temps. Donc on ne peut pas s'en passer. Et puis oui, le zéro gaspillage, zéro déchet, tu t'en souviens Stéphane, on avait fait à la fin de l'année dernière une émission qui était consacrée à l'obsolescence programmée. Qu'est-ce que ressorti de ça? Je te le laisse. Rien. Pas de notre émission, hein. Non, l'émission est très, très intéressante, au contraire. Enfin, bon. Mais c'était, voilà, dans le projet de loi, c'est pareil, ils auraient pu mettre ça, c'est garantir, par exemple, les objets à 10 ans. Un bon objet, c'est un objet qui dure, c'est pas un truc qu'on réutilise, qu'on rachète sans arrêt, et après qu'on fout la poubelle parce qu'il marche plus. Et fondamentalement, dans ce projet de loi, c'est de la transition énergétique, il y a des endroits où lutter contre les gaspillages, là, le titre 4, mais justement, et promouvoir l'économie circulaire. Mais l'économie circulaire, justement, c'est la réparation de ces objets. S'ils ne sont pas garantis 10 ans, on achète, on balance, on achète, on balance, on ne les répare pas. Et il n'y a rien dedans là pour dire les appareils. Non, puis l'économie circulaire par définition, de ce fait, à partir du moment où tu permets tous les services de réparation, etc., ça se fait au détriment du fabricant qui lui-même demande qu'à ce que ça tombe en panne pour pouvoir en fourguer un autre. Enfin, tu vois bien ce qui s'oppose à quoi. Voilà, les grands fabricants et puis les revendeurs, alors que les petits artisans locaux qui, eux, sont capables de réparer, ils n'ont pas le droit de citer. Voilà. Donc là, il ne reste que quelques minutes, on ne va pas tarder à se quitter. Qu'est-ce qu'on va dire, Stéphane? On va dire qu'on est content que ce truc-là existe. Hein, bon, on est content évidemment que ce truc-là existe. Et puis on va faire comme à chaque fois, on va attendre de voir ce que ça donne, quoi. Et comme les fois précédentes, ça n'a pas été spécialement brillant. On va voir. On va voir, mais en fait, c'est une des choses intéressantes, c'est que normalement, ça se fait aussi, la transition énergétique, au niveau des territoires. Donc, comme Cyril en a parlé un peu au début, avec les aides financières, etc., ça peut se faire au niveau local. Au niveau national, moi, je n'entends plus rien, mais au niveau local, on peut agir. Donc, il y a aussi... je vois le titre 5, favoriser les énergies renouvelables pour diversifier nos énergies et valoriser les ressources de nos territoires. Et c'est pareil, là-dedans, il y a différentes actions qui sont possibles. Il y a, je crois, énergie partagée, un truc comme ça. Oui, tout à fait. Oui. Tu connais, Cyril? Oui. Énergie partagée, ça permet... Tu fais court, Cyril, ça va être notre dernière minute. En gros, ça permet aux particuliers d'investir dans des grands projets d'énergie renouvelable, comme de l'éolien, plutôt que ce soit un investisseur étranger qui investissent dans des éoliens. Ça peut être les gens locaux qui le fassent. Ouais. Voilà. Puis après... Donc, c'est-à-dire, on peut être acteur de la transition énergétique. Hein. Oui. Pour développer les énergies renouvelables, on peut être acteur, on peut agir, quoi. Oui. Ça, c'est important, parce que, en fait, ce que j'ai envie de dire, c'est... Thierry, il me regardait. Non. Oui, j'ai envie de passer de la musique. Non, vas-y, continue. On peut être acteur, je veux dire. Pour moi, c'est important, parce que l'État, ils font tout, et là-bas, la croissance verte, les grands mots. Mais si vous voulez agir au niveau local, faire des choses, il y a toujours moyen. Aller voir BER ou autre. Sujet, en fait, soit notre association ou nos collègues des autres départements
Il y a un numéro national qui existe pour les points rénovation et service en général. C'est le 0810 140 240. Et ça, c'est le point rénovation info-service, surtout au niveau national. Et après, ça permet d'aller sur les structures locales. Impeccable. On le redonnera tout à l'heure. Moi, je suis impatient de vous faire écouter derrière tout ça un morceau qui s'appelle « J'ai fréquenté la beauté ». Ça va nous faire du bien. Et c'est Jean-Louis Murat et Delano Orchestra. Nous voilà revenus dans l'émission Le Pissenlit. On continue donc sur cette loi de la transition énergétique. Donc vous avez compris, on n'en dit pas que du bien. C'est à voir, à prendre avec des pincettes. Non, mais on n'en dit pas spécialement du mal non plus. Non, on est partagé. De voir ce qu'il peut y avoir derrière tout ça. Donc toujours avec Cyril de BER, Bourgogne Énergie Renouvelable. Alors je continue dans les titres, donc dans les 8 titres qu'il y a sur la loi de projet de loi. Je vois les titres 6, renforcer la sûreté nucléaire et l'information des citoyens. Donc on ne va pas parler trop longtemps du nucléaire, mais renforcer la sûreté nucléaire et l'information des citoyens. L'information des citoyens, il n'y en a pas. Donc voilà, je ne pense pas que la loi va changer grand-chose. Je passe là-dessus. Titre 7, simplifier et clarifier les procédures pour gagner en efficacité et en compétitivité. Donc là, Cyril en a parlé un peu au début pour justement les procédures pour peut-être l'isolation des bâtiments, enfin toute la démarche administrative qui peut y avoir. Ça peut être sûrement très intéressant parce que c'est pas toujours évident. Hein. Oui, c'est vrai qu'il y a des démarches qui peuvent être simplifiées à ce niveau-là. Par exemple, pour l'isolation par extérieur, il y a des communes qui ont pris les devants. Mais après, je pense qu'il y a aussi tout le côté mise en place des énergies renouvelables. Donc, c'est vrai que ça peut être... Ah oui, parce qu'il faut à peu près 8 ans pour mettre une éolienne en place en France. Voilà, sur les gros éoliens, c'est vrai que ça peut être compliqué. Et il y a des pays où c'est quand même beaucoup plus simple. C'est pareil, le solaire... Tu as vu que l'éolien, il n'est pas oui, signalé dans c'est le texte. la remarque que tu me faisais faire. Oui, on ne voit pas l'éolien, il n'y a rien. Il n'y a rien sur l'éolien. Pas précisément, il parle des énergies renouvelables en général, mais pas spécifiquement sur Nous, les en éoliennes. Bourgogne, en matière d'énergie renouvelable, on a un potentiel en géothermie, etc. En géothermie, il n'y a pas d'études précises qui ont été faites, mais on fait pas partie des territoires les mieux placés. Sur le potentiel éolien, on a un territoire qui est plutôt moyen, mais bon, ça n'empêche qu'on a quand même un potentiel. Hein, donc il est en cours d'exploitation. Il y a quand même des fermes éoliennes qui continuent à s'installer. Après, on a le solaire, on est dans la moyenne. Voilà, c'est sûr, dans le sud de la France, c'est mieux. Mais on ne voit pas tant de panneaux solaires que ça, en fait. Solaire thermique pour chauffer l'eau. Oui, c'est vrai que le solaire thermique a un peu de mal. Est-ce que ça pourrait être obligatoire ? Alors oui, il y a en Espagne, ils l'ont rendu obligatoire. Bon, le climat n'est pas le même, hein, mais en Espagne alors je ne sais pas si c'est sur toute l'Espagne ou certains territoires d'Espagne où c'est obligatoire pour toute construction neuve. Alors en France, pour le neuf, par exemple, il y a utilisation des énergies renouvelables obligatoire, donc ou un système alternatif. Qui est comme un chauffe-eau thermodynamique qui peut être un système alternatif. Donc là, c'est un peu moins intéressant. Système électrique, là. Ça reste un système électrique, donc nucléaire. Là, on trouve chaufferie biomasse, bois énergie, géothermie. Voilà. Bon, la biomasse, on en reparlera sûrement une autre fois. Il y a long à dire. C'est un gros sujet. C'est un gros potentiel en Bourgogne. Après, voilà. Mais je crois qu'il y a un sujet. Le sujet, je peux une émission entière là-dessus. Mais et le dernier titre 8, donner aux citoyens, aux entreprises, aux territoires et à l'État le pouvoir d'agir ensemble. Alors ensemble, et c'est un peu comme je disais juste avant la dernière pause, c'est de pouvoir agir localement. Non, c'est rien, c'est Thierry qui bidouille la technique. À la pause d'été, il ne sait plus comment on joue. C'est ça, oui. T'as mis un Arsène dans ton micro.
Voilà, la transition énergétique, le projet de loi relatif à la transition énergétique pour la croissance verte. Vous le retrouverez avec notre ministre de l'Environnement, Ségolène Royal. Il y a une vidéo de durée dans 50 minutes sur le site du gouvernement. Je l'ai pas regardé honnêtement, désolé. Cyril, tu vas nous redonner les coordonnées ? Oui, pour les points rénovation info-service, donc numéro national, mais qui aiguille après sur les espaces locaux. Donc le 0810 140 240. 0810 140 240, c'est ça? Oui. Et donc, n'hésitez pas, si vous voulez des informations, isoler votre bâtiment ou les petits gestes au quotidien pour moins consommer et donc pour économiser de l'argent. Allez les voir, tout simplement, ils sont très sympas. Alors, une dernière, je change de sujet, une petite annonce aujourd'hui, et puis tout le week-end. La Rustine est une association d'autoréparation de vélos, fait une bourse au vélo. Donc vous, les étudiants qui débarquez, là, à commencer l'année, justement, prenez pas votre voiture, la transition énergétique, vous avez compris, ne prenez pas votre voiture, allez trouver un vélo là-bas. Il y a une bourse au vélo, il y a des super vélos, ça coûte 3 fois rien, et puis ça fait l'occasion de découvrir la Rustine, qui est déjà... Rue du Havre. Rue du Havre, derrière une église là-bas. Quartier Jouvence. Quartier Jouvence, à Dijon. Donc, merci, et bonne journée à tout le monde. Au revoir. Au revoir Cyril et merci infiniment. Hé, la Marie, t'as de belles dents, aussi blanches que celles de ma jument. You are now rocking with Radio Dijon Campus 92.2. Radio Dijon Campus 92.2. Radio Dijon Campus 92.2. Radio Dijon Campus 92.2.